minutes le film de ce coup de filet de la police nationale dans ce journal. Le mouvement 10 millions de nordistes interdit d'activité sur l'ensemble du territoire national. Une décision de Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Réaction des acteurs de la société civile dans un instant. Et puis à l'étranger, Burkina Faso présidentielle, la question sécuritaire au cœur de la campagne électorale. Voilà pour les titres. Votre fidélité au 19h45, merci. Je vous l'annonçais en titre. 2 présumés malfrats ont été mis aux arrêts par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 de la ville de Douala. Les présumés malfrats ont été interpellés à la suite d'une courte poursuite qui a donc dégénéré en une vive altercation entre l'un des malfrats et le commissaire de police, Roger Méfiré. Les précisions de Frédéric Montomé. Joseph Aimé Moutango, 26 ans, est chef de gang, et Aïssi Angenen Franklin, 23 ans, tous membres d'un gang de présumés malfrats opéraient jusqu'ici, au lieu-dit Casse, au quartier Bonakwamouan, à Akwadouala, où ils auraient cambriolé la nuit un garage. Ce matin, on a constaté, je suis arrivé, mes employés m'ont dit qu'on a cassé le garage. Donc, quand je suis donc allé derrière, puisqu'à la caméra, lui en volant, il ne connaît pas qui a la caméra. Quand j'ai fait, on a visionné donc la vidéo, on a constaté, on a vu sa photo. Il a mis l'homme dehors, il cherchait comment est-ce qu'il devait entrer, il prenait même les cailloux, il lançait dedans, il voulait savoir s'il y a les chiens ou s'il y a le vigile. Bon, il est passé, il a porté 2 batteries, enlevé le couvre-roue de la RAV4 et puis démonter les commandes lève vite sur l'autre véhicule. Tous les 4 portières et le plafonnier aussi. Il a aussi porté un bidon d'huile. Surpris dans leur sale besogne par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 de Douala, ces présumés bandits sont alors pris en chasse par ces policiers et notamment le commissaire de police Roger Méfiré, premier adjoint au GMI. Aux environs de 5h30, pendant que je me rendais à mon lieu de service, j'ai fait une découverte incidente, juste là où vous voyez là. Ça, il faisait encore légèrement noir. Donc, j'ai aperçu ces deux Camerounais, ces 2 citoyens, un peu suspects. Déjà de par l'environnement, qui est vraiment une zone de recel reconnue. Et de 2, une fois ils m'ont aperçu, ils ont été pris de panique. C'est comme ça que nous, ensemble, nous avons pu maîtriser le premier sans incident. Au moment où ils conduisaient le premier dans le véhicule, le deuxième, par mes soins, je me suis présenté en lui disant j'ai décliné ma qualité. Ça a plutôt permis à ce dernier de m'approcher. Et quand il m'a approché, je n'ai pas compris pourquoi il m'approchait. J'ai sorti mon arme quand même. Question de le dissuader. J'ai constaté qu'il continuait à venir vers moi. Donc il n'avait pas l'intention de reculer, malgré mes sommations. Alors, il était question de faire usage des techniques connues, le corps à corps. Nous sommes donc allés ensemble pendant plus de 5 à 10 minutes. C'était ici. De la chasse à l'homme s'ensuit une bagarre publique qui ne meut pas les populations riveraines à la grande surprise de l'élément des forces de maintien de l'ordre. Et je vais vous dire ce qui m'a un peu surpris. Je veux dire, j'ai invité les populations à l'arrêter. Que c'est un bandit, c'est un bandit. Personne ne bougeait, personne ne réagissait. Jusqu'au moment où, pris par son t-shirt, il a enlevé son t-shirt et il m'a laissé avec son t-shirt. Malgré cet attentisme populaire, les présumés malfrats sont tout de même interpellés puis conduits au poste de commandement du GMI numéro 2 à Bonanjo, où ces présumés malfrats passent plus ou moins aux aveux. Je veux parler quoi devant la télé que je n'ai dénoncé. Voilà, papa, je veux parler quoi devant la télé que c'est comme si j'ai seulement tué les gens comme si mère de mon père. Je reconnais ce que j'ai fait, papa, mais est-ce que je suis un criminel, mon père?
papa. J'ai volé, papa, j'accepte. Ouais, mon père. Tu as pris, pourquoi est-ce que tu l'as payé? C'est seulement la batterie avec les pièces de voiture, mon père. Ouais, papa. Même non, il n'y a pas de problème, mon père, c'est moi qui ai volé. Père. Je ne savais pas qu'il a. Je ne savais pas. Tout ce que moi j'ai seulement voulu, c'est parce que j'ai seulement eu le gros cœur pour vouloir manger l'argent volé, papa. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Je ne sais pas que c'est quelque chose que je ne connais pas. Une bravoure des forces de maintien de l'ordre, tout de même saluée par la victime. Nous sommes allés à la casse, la manière où les gars ont expliqué comment le commissaire a neutralisé les gars. Vraiment, si le gouverneur ne récompense pas ce monsieur, parce que ça, c'est un monsieur valeureux, parce que je crois qu'il aime son travail, c'est un monsieur vraiment, il est efficace. Un coup de filet de plus de la police nationale et notamment du groupement mobile d'intervention numéro 2, GMI, qui arrive dans un contexte particulièrement marqué par une insécurité criarde et galopante en cette période des fêtes de fin d'année. Merci à vous, Frédéric Moutom, et que justice soit faite. Les nommés Innocent Nkongé et Mengozé sont donc à présent dans un état de santé plutôt critique. Nkongé, âgé de 25 ans, et Théophile Mengozé, âgé de 26 ans, tous originaires des régions du Nord-Ouest, ont été grièvement blessés pendant la manipulation d'engins explosifs improvisés qu'ils tentaient de disposer au niveau du carrefour des rails, lieu dit Bonindalais. C'était dans la nuit du 18 au 19 novembre 2020. La fouille de leurs sacs a permis de retrouver entre autres 3 sacs de poudre noire. Les intéressés ont été conduits à l'hôpital Sébec pour les premiers soins, puis à l'hôpital militaire de Douala. Je propose de suivre cet extrait. Qui a pris le téléphone de mon frère là. Pour faire quoi? Il avait le moto. Donc il a parti là-bas, il a payé, et il dit que le bandit sur la moto. Mon ami là s'appelle qui? Donnez le nom de votre ami là. C'était une seule personne devrait. Austin. Vous êtes donc il a comme ici. Avec le infirmier. Donnez-nous le nom. Donc il a demandé qu'allez vous chercher le voisin. Est-ce que les deux se connaissent dans un premier temps? Oui, ils sont ensemble. On a demandé ici. Donc, quels sont les noms de tes amis? C'est les deux Austin. C'est Austin qui connaît les autres. Parce que moi, je connais vraiment Austin. Je connais Austin. C'est là que Yesuma l'a appelé. Il habite où? Ici, à Douala. Quel est son numéro de téléphone? C'est dans mon téléphone qu'on a ton téléphone est où? Il s'appelle comment? Austin. Oui. Je crois que c'est tout ce qu'il a téléphoné. Il faut la moto ici. Il faut amener tous. Parce qu'on a il va compris comme ça. Il faut les prendre tous les deux. Toujours en fait de société, lutte contre le trafic des drogues et autres stupéfiants. Un présumé trafiquant de chanvre indien a été appréhendé et séjourne depuis quelques heures donc dans les cellules de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord en Komsamba. Il s'agit du sieur Zoko Simon Pierre. Les précisions de Jean-Jamais Yedna et Château Valenren. Ça là c'est ça. Voilà. Français va. Non. C'est un stock important de plus de 50 kg du chanvre indien qui vient d'être intercepté en Komsamba dans le département du Mungo. Et le coup de filet effectué au quartier 8 de Komsamba est l'œuvre des éléments de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord, pilotée des mains des maîtres sur le terrain par le commandant de compagnie, le capitaine Daniel Fris Mebouins. Nous avons eu un renseignement d'un grossiste qui avait un champ du côté de Tchang, au lieu du Barissi, où il avait planté une forte quantité de cannabis. Nous avons pu mettre la main sur lui avec l'aide de la population, où il résidait à l'ombre. Nous sommes partis l'interpeller hier
Et lorsque nous l'avons interpellé, il avait en sa possession plusieurs sacs, une quantité énorme de chanvre et de cannabis. Pris la main dans le sac, ce présumé trafiquant du chanvre indien, Zoko Simon Pierre, âgé de 45 ans, mène l'activité depuis 4 ans dans la localité de Loum et serait le principal fournisseur du cannabis dans l'ensemble du département du Mungo. Vas-y, dis quelque chose. Je demande pardon. Tu dis? Je demande pardon à l'autorité suprême. Pourquoi? Pourquoi? Je suis dans le travail. Bien évidemment, ici dans le Mungo Nord, nous avons une forte consommation des stupéfiants. La jeunesse est en proie à la consommation des drogues de toutes sortes, tramol, tramadol, chanvre indien, cannabis. Et comme à l'accoutumée, le commandant de compagnie appelle à une synergie d'action concertée sur le terrain, gendarmerie et population, pour démanteler ce vaste réseau de trafiquants du marijuana. Nous voulons profiter pour continuer de sensibiliser et de lancer un appel à la population pour leur dire que nous sommes ici pour eux. Nous nous ferons gagner la guerre sur le terrorisme et l'insécurité et le grand banditisme si le mariage ou le mélange entre forces de maintien de l'ordre et de sécurité, et en particulier la gendarmerie et la population, n'est pas strictement homogène. Donc nous comptons sur eux pour avoir le renseignement, parce que nous sommes disponibles. Nous avons mis sur pied un numéro d'urgence à l'état-major compagnie. Nous sommes disponibles à n'importe quelle heure. Si quelqu'un a un problème, il appelle, nous allons nous porter sur les lieux. Et en attendant de rattraper ses complices qui sont en cavale, ce présumé trafiquant du chanvre indien, chef de famille, Zoko Simon Pierre, sera présenté devant le procureur, qui est la première instance de Nkonsamba, pour répondre de ses actes. Restons en Nkonsamba dans le département du Mungo et plus précisément au village Pola où un présumé voleur de chèvres et de motos a été sauvé de justesse par les éléments de la gendarmerie du côté du Mungo Nord. Nous sommes toujours dans la ville de Nkonsamba. Ce dernier donc a été copieusement tabassé par les populations qui ont été ces derniers temps victimes de vols et de braquages. Priscille Messéné et Château-Vallon-Reine. Des vols de chèvres et de motos ont été enregistrés dans la ville de Nkonsamba depuis plusieurs semaines déjà. Une situation qui a attisé la colère des populations qui ne savaient plus à quels soins se vouer. Et c'est pour limiter cet état d'insécurité grandissant dans l'arrondissement du Baré-Baken, en Nkonsamba, que le nouveau commandant de la compagnie de gendarmerie Mungo Nord et capitaine Mebous Daniel Fries se sont donnés pour objectif de prendre des mesures exceptionnelles dans cette zone suffisamment affaiblie. Ils ont donc précieux de rajouter dans la feuille de route une stratégie imprévue qui implique la présence 24 heures sur 24 d'une équipe de choc de gendarmerie équipée de casques de protection balistique, pare-balles et gilets pour limiter la psychose et l'insécurité qui règne dans cette partie administrative du pays. La mairie pour venir faire ce qu'on appelle un sitting, parce que ça c'est un sitting en langage de maintien de l'ordre, n'est pas autorisé. Vous comprenez? Même si les gendarmes ne disent rien, c'est parce qu'ils travaillent avec vous. Nous sommes là pour vous protéger. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Mais si les gendarmes ne disent rien, ce n'est pas parce que c'est légal. Cette pratique de venir là, au niveau de la gendarmerie, faire le sitting là, ce n'est pas autorisé. Ainsi, les éléments de force de l'ordre procèdent depuis quelques jours à la vérification, à la fouille systématique des bagages, tout en établissant sereinement l'identité des personnes contrôlées une à une, avec des descentes d'écart, des mesures fortes qui poussent au changement. Et cette nouvelle vague de mesures et de sensibilisation pour la sécurité des populations, qu'un présumé voleur de motos et de chèvres a été interpellé par les éléments de la gendarmerie. Ce dernier nie les faits, il prétend avoir été arrêté injustement. On m'a demandé là où je pars, je les ai dit, je me suis présenté, j'ai présenté mes pièces. Ils m'ont dit qu'il y a une moto qui est garée là-bas en bas, qui a garé la moto.
On leur a dit que je ne connais pas. Ils ont dit que forcément je dois être avec une personne. Je leur ai dit mon complice. Là, qu'ils ne connaissent pas. Parce que même la moto ne connaît pas conduire. Là, ils ont pris mon porte-monnaie, ils ont fouillé, ils ont retiré mes pièces. Même mon agent qui était dedans, tout et tout. L'agent de l'hôtel, ils ont commencé à me bastonner. Ils ont dit que dit mon ami avec qui j'étais et qu'il ne connaît pas. Et je me suis même conduit la moto, il ne connaît pas. C'est comme ça qu'ils ont appelé quelques militaires. Ils sont venus me poser la question, m'interpeller, les que je ne connais pas. Je ne peux pas conduire la moto. Donc, je suis pas américain chez nous, on ne vole pas nous la chèvre, parce que c'est un animal sacré. On n'a jamais volé la chèvre. C'était à quel contexte? Et pendant que les éléments du capitaine Mebouze Daniel Fries procédaient à une vérification, le présumé voleur aurait pris la fuite, ce qui a d'ailleurs suscité une autre arrestation plus tard au village Pola, dans le 3e arrondissement de la ville de Konsamba. Quand tu pars dormir à 5 octobre, à quelle heure? Tu sais 5 heures d'ici à le lever du jour. Je devais me réveiller à 8 heures. Toi, tu faisais d'abord quoi toute la nuit pour dormir, pour aller coucher à 5 heures? J'étais en train de prendre une pour aller. Parce que c'est comment je te retrouve à Pola? Pola, il n'y a pas d'hôtel. Quand tu dis il n'y a pas d'hôtel à Pola, tu as beaucoup la paix. Tu m'as la paix. C'est dans sa course folle que les autorités traditionnelles, sous la houlette du chef du village Pola, ont appelé la gendarmerie après avoir interrompu le présumé voleur dans sa course. Les autorités sécuritaires sont arrivées à temps, lui qui subissait déjà la foudre des populations. À cette date, une plainte a déjà été déposée au niveau de la brigade de gendarmerie avec le numéro de châssis de cette moto qui va être remise à son véritable propriétaire et la justice s'occupera du reste. Merci à vous, Priscille Messéné. Rappelons que la loi camerounaise interdit la vindicte populaire. Le panier de la ménagère qui connaît un sérieux coup ces derniers temps à l'aube de la fête de fin d'année et des fêtes de Nouvel An. Ce sont donc les populations de l'arrondissement de Melon qui crient et interpellent d'ailleurs le délégué départemental de Melon à plus de vigilance vis-à-vis face donc à cette situation où les prix passent du simple au double. Jean-Jean Yetna et Château-Vallon-Rennes, une fois de plus. C'est un délégué départemental du commerce pour le Mungo, en mission commando sur le terrain, dans les espaces marchands de l'arrondissement de Melon. Pourquoi on n'a pas affiché les prix? 100 de riz pour combien? C'est quel genre de riz là? Hein? Le kilogramme c'est combien? J'ai dit le kilogramme c'est combien de francs CFA? Vous mangez le kilogramme à combien? 1 kilogramme de riz c'est combien de francs CFA? Et le sac combien? Hein? 21 000. Accompagné des éléments de la brigade de contrôle des prix et poids, des marchandises et de répression, le sieur Olo Séraphin est allé traquer les commerçants véreux. Ces opérateurs économiques qui augmentent de façon illicite des prix des produits de première nécessité. Était tout d'abord l'exécution immédiate et sans condition de l'instruction du ministre du Commerce, son Excellence Luc Magouan Baraga Tangana, pour traquer les commerçants véreux qui continuent dans les pratiques nocives, dans la fraude, à augmenter de façon illicite les prix des produits de première nécessité. La sensibilisation qui a été faite en amont a quand même porté des fruits, vous-même vous l'avez constaté. Mais à côté de ça, il y a des poches de résistance. Et c'est par rapport à ces poches de résistance-là que nous comptons et que nous sommes en train de mener une lutte sans merci pour effectivement éradiquer ce phénomène, n'est-ce pas, d'augmentation de prix illicites dans les marchés. Une descente musclée sur la place du marché de Melon de l'émissaire de Luc Magloire Barga Tangana, ministre du Commerce, qui fait suite aux nombreuses plaintes des consommateurs. Un client, peut-être avant, il préparait, il avait peut-être ses 2000 de ration, il venait prendre peut-être soit 1 kilo de riz. Maintenant, soit à 450. Maintenant, 1 kilo de riz coûte dans les 500, 600. C'est cher, c'est cher, c'est cher. De nous aider seulement à baisser les prix. Le riz a augmenté le prix. Oui, c'est bon. Même les macabos sont devenus chers.
Oui, les œufs, oui, l'œuf aussi. Donc vous constatez que sur le coup. Oui, ça dépend des produits, non, comme je suis en train de vous dire. Ah, bon, le demande à l'État de nous aider, non, oui, de baisser les prix de tout parce que ça ne va pas. On supplie le gouvernement s'il peut nous aider pour baisser les prix des choses. L'huile d'arachide cher, le riz cher, le savon et tout, mais les choses que nous cultivons, ce n'est pas cher. Ce que je veux réitérer aux commerçants, c'est de respecter les prix homologués, concertés et arrêtés de commun accord avec le ministre du Commerce, son Excellence Louis Magloire Mbaraga Tangana. De deux, d'appliquer rigoureusement et respectueusement ces prix. Et en cette veille des fêtes de fin d'année et de nouvel an, où le panier de la ménagère souffre le martyre, la vigilance devrait être accrue. Parce qu'au-delà de la non-application des prix homologués, d'autres commerçants mal intentionnés stockent des marchandises pour créer la pénurie et provoquer la flambée des prix sur la place du marché. Parlons à présent de toute autre chose et notamment de ces bons points enregistrés dans le cadre de la résolution de la crise anglophone. 11 ex-combattants ont décidé de déposer leurs armes. En effet, ces 11 séparatistes ex-combattants ont été présentés au gouverneur de la région du Sud-Ouest après avoir été intégrés dans un centre de désarmement. Les précisions dans ce reportage de Jean-Marie Onombélé. 11 combattants repentis ayant déposé les armes ont été présentés à Buea. Des anciens combattants séparatistes qui ont abandonné leurs armes pour intégrer le centre de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de Buea. Lors de la présentation, ces derniers ont dénoncé le conflit armé en cours dans les régions anglophones du Cameroun. Les combattants, dirigés par le général Taïga, seraient originaires d'Alou, l'un des bastions séparatistes du département de l'Ebialem dans la région agitée du sud-ouest Cameroun. Avant d'être amenés au bureau du gouverneur du sud-ouest, les ex-combattants ont d'abord été amenés au centre de désarmement, de démobilisation et de réinsertion où ils ont été désarmés. Selon l'un des combattants repentis, la guerre est très dangereuse et c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter de me battre et d'abandonner les armes. Des dizaines d'armes de plusieurs calibres utilisées par les combattants repentis aux côtés de barres de fer et d'autres armes ont été présentées au public et aux autorités. Selon le chef des ex-combattants séparatistes, le général Taïga, la plupart de leurs amis dans les camps n'ont besoin que d'un peu de persuasion et d'assurance pour abandonner les armes. Au sujet de leur chef de guerre, Phil Marshall, qui contrôle le département du Lébialem depuis le début de la crise, les combattants n'ont rien dit. Des informations ont également fait état de mauvais traitements des ex-combattants dans les différents centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouverneur de la région du sud-ouest a tenu, séance tenante, à rassurer les ex-combattants et surtout le grand public de leur prise en charge. Ce qui peut augurer dans les prochains jours d'autres sorties, d'autres combattants séparatistes qui viendront alors gonfler les rangs des centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion institués dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À 20h passées de 8 minutes, ouvrons à présent le dossier de la rédaction. Le mouvement 10 millions de nordistes interdit de toute activité sur l'ensemble du territoire national. Une décision du ministre Paul Atangandji, le patron de l'administration territoriale, qui donc accuse ce mouvement d'être illégal et surtout de prôner des valeurs contre la République du Cameroun. Frédéric Moutomé. 10 millions de nordistes, persona non grata dans l'univers associatif du triangle national. Dans un communiqué de presse, le ministre de l'administration territoriale fait savoir que le dit mouvement s'illustre depuis un certain temps par des publications portant gravement atteinte à l'unité nationale et à la coexistence pacifique entre les différentes communautés nationales.
Ce mouvement, qui n'a aucune existence légale, prétend défendre les intérêts des ressortissants des régions de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord, alors que plusieurs de ces ressortissants ont saisi ces services pour dénoncer les manœuvres obscures auxquelles ils sont ni de près ni de loin associés et dans lesquelles ils ne se reconnaissent guère. Face à cet imbroglio et au regard de l'article 4 de la loi numéro 90/053 du 19 décembre 1990 qui précise que les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution, aux lois, aux bonnes mœurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'État sont nulles et de nul effet. Un principe cardinal pour Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, qui en date de ce 18 novembre 2020 a par ailleurs signé un arrêté interdisant toute activité du mouvement dénommé 10 millions de nordistes sur l'ensemble du territoire national. Le dit arrêté précise que le mouvement dénommé 10 millions de nordistes ayant pour promoteur et porte-parole Gibai Gatama est nul et de nul effet pour défaut de déclaration, objet et activité contraires à la Constitution. Une interdiction formelle pour défaut d'existence légale qui expose le contrevenant et tout autre membre du dit mouvement désormais proscrit de poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur au Cameroun. Dans le même temps, Paul Atangandji, le patron de l'administration territoriale, instruit les gouverneurs des régions, les préfets et les sous-préfets, chacun en ce qui le concerne, de l'application stricte du présent arrêté qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Cette sortie de Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, vient ainsi siffler la fin de la récréation vis-à-vis des appels lancés par le mouvement 10 millions de nordistes, dont le but, selon le ministre de l'administration territoriale, vise à diviser les Camerounais de manière insidieuse et sournoise, et donc de dresser les communautés les unes contre les autres. Indiquant que les responsables du mouvement 10 millions de nordistes n'ont pas encore officiellement réagi après l'interdiction du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Notre reporter Jean-Marie Onambélé est allé scruter dans les différentes plateformes. Après l'interdiction par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji du mouvement 10 millions de nordistes, la réaction des responsables de ce mouvement était attendue. Sur la page Facebook officielle du porte-parole de ce mouvement, on peut lire « Nous trouvons compte ensemble, tout est possible ». Un message contenu dans le logo du mouvement 10 millions de nordistes sur un fond noir. Le même message est relayé dans la page officielle du mouvement 10 millions de nordistes. Contacté par la rédaction de LTM, Gibai Gatama annonce une réaction officielle du mouvement dont il est le promoteur et le porte-parole dans les prochains jours. Le site camerouninfo.net, quant à lui, dit que le porte-parole du mouvement 10 millions lui aurait répondu, je le cite, « On n'entre pas dans un bras de fer, mais il est important de signaler que nous n'avons jamais fait de réunion ou de manifestation publique, ni demandé une autorisation publique. Tout le mouvement est fondé sur les réseaux sociaux et dans le think tank, vous avez des gens en Russie, en Chine, au Japon, en Italie, à Maroua, Garoua et Tessira. Vous allez interdire, c'est là comment ?» Fin de citation des propos du porte-parole Gibai Gatama relayé par le site camerouninfo.net. Approché par nos soins, un des membres nous informe sous cap que le porte-parole du mouvement 10 millions de citoyens aurait réagi dans un groupe WhatsApp des ressortissants du Nord. Dans un message, Gibai Gatama rassure ses frères et sœurs en ces termes. « Bonsoir mes chers frères et sœurs, juste pour vous dire que toutes les mains qui travaillent au progrès et au développement des populations du Grand Nord et du Cameroun dans un esprit républicain sont bénies. Pour ce qui est de l'arrêté du ministre, la motivation publique est connue. Mais il ne s'agit pas d'une association comme d'autres qui a vocation à embrasser l'espace public et donc à demander aux autorités divers documents légaux, mais d'un mouvement à la limite d'un think tank dont la mission essentielle est de réfléchir et de poser les problèmes factuels comme nous essayons de le faire.
Nous menons toutes nos activités sur les réseaux sociaux, lesquels visent à conscientiser et à éveiller les nordistes. Il est donc difficile d'enfermer les esprits et je pense même que la décision du ministre est une très bonne chose. Elle a permis aux nordistes de comprendre le sens du combat du mouvement 10 millions de nordistes. Ces propos du porte-parole Guibaï Gaïtama, contenus dans un groupe WhatsApp des ressortissants du Grand Nord, sonnent comme un appel à la mobilisation générale. Un appel lancé aux frères et sœurs qui risquent de nous donner d'autres épisodes dans ce feuilleton qui met en scène le bras de fer entre le ministre de l'administration territoriale et le mouvement 10 millions de nordistes. Et la réaction de la société civile qui ne sait pas faire attendre, selon certains acteurs de la société civile, la sortie de Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, est inopportune. Selon ces acteurs, au vu donc du caractère non légal du mouvement 10 millions de nordistes. Les précisions de Patrick Gagnon et Patrice Foucault qui sont allés à la rencontre de quelques acteurs de la société civile. Le mouvement 10 millions de nordistes est nul et de nul effet. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, l'a déclaré dans un arrêté rendu public ce 18 novembre 2020. Pour le promoteur et porte-parole du mouvement Guibaï Gaïtama, cette initiative est un courant de pensée qui vise à promouvoir les intérêts du Grand Nord dans un esprit républicain. En cas d'espèce, je pense qu'il s'agit d'un concept que les gens ont mis en place. C'est une façon de dire des choses, c'est un courant de pensée. Si vous voulez, c'est un courant en fait qui se construit. C'est pour ça qu'il parle de mouvement. C'est pour ça qu'il n'y a pas une démarche, j'allais dire, administrative pour constituer le mouvement et pour conduire le mouvement. Puisque le mouvement s'inscrit dans la logique, n'est-ce pas, de portage d'une idée, de défense d'une idée. Généralement, ça s'inscrit, n'est-ce pas, dans un temps. Pour l'acteur de la société civile, le leader d'opinion Philippe Nanga, cette sortie de Paul Atangandji est incompréhensible et inopportune. Un mouvement, n'est-ce pas, non formel, non constitué, du point de vue structurel, parce qu'il ne me souvient pas qu'il existe un bureau, n'est-ce pas, qui s'est constitué autour de ce mouvement. C'est une personne qui porte une idée, qui essaie de fédérer, n'est-ce pas, des personnes autour de cette idée. Donc, prendre une note formelle visant un mouvement non structuré, non constitué, ça me semble un peu incongru, parce que vous n'attaquez à personne, en réalité. Le mouvement 10 millions de nordistes est créé en juin 2020 et s'est récemment illustré en demandant l'annulation des résultats de l'édition 2020 du concours d'entrée à l'ENAM. On ne peut pas interdire l'idée. Ouais. Par contre, si le mouvement structure une activité, il inscrit, n'est-ce pas, dans un lieu précis, n'est-ce pas, et trouve un destinataire précis, à partir de ce moment, l'administration peut réagir par rapport à l'activité qui est prévue par les porteurs du mouvement. Mais pour le moment, les porteurs du mouvement s'expriment dans l'espace public. Ils vont toujours le faire, puisqu'ils le font de manière informelle. Ils vont toujours le faire, ils vont partager, continuer à partager l'idée. C'est donc un bras de fer palpitant qui semble s'annoncer en perspective. Merci à vous, Patrick Gagnon et Patrice Foucault. À présent, l'actualité dans nos institutions. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaou Malachi, a donc procédé au lancement du mois lutte contre le sida. Il a saisi le prétexte pour révéler les bons points engagés dans la lutte contre le Covid-19. Du VIH de la mère à l'enfant, le dépistage volontaire. Malgré le contexte de Covid-19, le programme national de lutte contre le VIH-Sida continue de faire des progrès, a rappelé Manaouda Malachi à l'occasion de la réunion statutaire du CNLS, Comité national de lutte contre le sida, couplé au lancement officiel des activités du mois camerounais de lutte contre le sida. Nous avons pour le compte de ce premier semestre 2020 pu diagnostiquer environ 1 200 000 personnes. Et sur les 1 200 000 personnes, nous avons à peu près 38 000 positifs.
comparativement à ce que nous avons l'année dernière, un peu plus haut, donc ça veut dire que la maladie est en train d'être maîtrisée. Des préoccupations majeures demeurent malgré les progrès. Le taux de positivité reste assez élevé dans certaines régions du pays, telles que le Sud, 5,9, la région du Centre, 4,1, la Damawa, 3,9 et l'Est, 3,7. Nous avons également de très bons résultats. Le Nord-Ouest reste à 1,9. Donc, je crois que les efforts sont en train d'être adressés. On a une perspective d'accélération de notre riposte contre le VIH et nous voulons nous rentrer, n'est-ce pas, dans le couloir parce que les préoccupations les plus fortes sont au niveau des jeunes filles et des adolescents. Le programme national de lutte contre le sida entend donc revoir sa politique pour agir fortement sur la tranche d'âge 15-24 ans qui demeure la plus vulnérable au Cameroun. Il est également question aujourd'hui d'accélérer un certain nombre de leviers. Nous avons déjà l'autotest qui va être introduit au niveau du Cameroun. Et cette introduction de l'autotest nous permettra de... Déjà, nous avons un bon taux de diagnostic, mais de pouvoir retenir les gens sous traitement et pouvoir également aller vers le dernier 90 qui est la non-détection de la charge virale. Il faut dire que la 33e édition de la Journée mondiale contre le sida va se célébrer le 1er décembre prochain au Cameroun dans un contexte assez particulier. Un contexte fortement marqué par des progrès salutaires quand environ 29% des personnes sous traitement au Cameroun ont une charge virale non détectable. Et à la prise en charge du VIH. Merci à vous, Denise Bellet et Bertrand Angoula. Et toujours à Yaoundé, on va signaler que le Cameroun qui est prêt afin d'éviter une nouvelle résurgence de la grippe aviaire. Des déclarations du ministre des Pêches et des Industries animales qui interpellent donc les différents opérateurs de ce secteur d'activité afin de mettre fin à toute importation. Comme nous l'indique dans cet élément, Zobel Apollinaire Bon. Dans une position avant-gardiste, le docteur Taïga a réagi suite à une alerte lancée entre le 23 octobre et le 6 novembre 2020 par l'Organisation mondiale de la santé relative à la découverte des foyers de grippe aviaire au Danemark, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Russie et en Israël. Le membre du gouvernement a par ailleurs instruit à ses services de renforcer la surveillance aux frontières et d'y faire renforcer les mesures sanitaires visant à lutter contre l'introduction des poulets congelés et de certains matériels d'élevage. Cet épisode survient sous d'autres cieux alors que le Cameroun guérit encore de ses séquelles des épidémies de grippe aviaire survenues sur son territoire en mai 2016. Le virus avait été découvert au complexe avicole de Mvorbeti, causant la mort brusque de quelques 25 000 volailles, selon un rapport du Minepia. Après des analyses, le reste des poulets sur le site avait été abattu et incinéré pour un total de 30 000 têtes. Plusieurs régions du Cameroun, notamment le centre, l'ouest, le sud, le littoral, l'Adama et la Damawa avaient été frappés de plein fouet par cette épidémie de grippe aviaire, ce qui avait occasionné des pertes financières mensuelles de l'ordre de 10 milliards de francs CFA selon des données d'interprofession. Ce d'autant plus que dans une optique de restreindre la maladie, le gouvernement avait suspendu plusieurs mois durant la commercialisation des poulets et d'œufs dans les régions affectées. À cela s'ajoutent des embargos sur l'importation des poulets et ses dérivés, de porc et de viande de porc en provenance du Cameroun, pris par certains pays frontaliers, à l'instar du Gabon, de la Centrafrique et du Tchad. La volaille fait partie des viandes les plus consommées au Cameroun. En 2018, par exemple, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales faisait savoir qu'elle a constitué environ 34,38% de la quantité totale de viande produite entre 2011 et 2016.
à l'étranger Burkina Faso, la question sécuritaire est au cœur de la campagne électorale. Les précisions de nos confrères d'Africa 24. Face à la multiplication des attaques terroristes, la question sécuritaire se retrouve au cœur de la campagne électorale du double scrutin présidentiel et législatif qui a débuté au Burkina Faso. Une situation qui demeure l'un des principaux défis à relever pour le rétablissement de la paix et de la sécurité. La situation sera extrêmement difficile. Le Burkina Faso vit déjà les conséquences latérales de la guerre contre le djihadisme que le Mali connaît depuis la fin des années 2000. Et c'est un processus électoral qui sera également entamé d'un manque de légitimité. Parce que toute la région de Soum, la zone sahélienne, qui représente plus de 1645 circonscriptions électorales, 9 millions de villages, soit 422 000 électeurs seront privés du droit de vote. Dans le Sahel, le nord et l'est du pays, aux frontières du Mali et du Niger, le Burkina Faso fait l'objet de violentes attaques terroristes qui ont débuté en 2015. Depuis lors, le Conseil économique et social décompte 1665 personnes, dont 1229 civils et 436 membres des forces de défense et de sécurité tués. Le Burkina veut avoir des élections quasiment inclusives. C'est donc important que nous puissions assister à une trêve électorale qui va consister également à s'assurer que l'ensemble des circonscriptions électorales qui ont été exclues par l'arrêt rendu par le juge constitutionnel burkinabé le mois dernier, ces circonscriptions s'est intégrées dans le jeu électoral du Burkina Faso. Promesses de négociation, proposition de révision de loi portant sur la programmation militaire, soutien aux forces de défense face au terrorisme, autant de points sur lesquels plusieurs candidats parmi les 13 en lice au poste présidentiel se sont prononcés avec pour objectif commun de restaurer l'intégrité nationale. C'est la fin du 19h45 édition de ce jeudi 19 novembre 2020. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui se sont mobilisées, restant en compagnie de nos programmes qui s'enchaînent naturellement et que Dieu bénisse le Cameroun.